Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce Sport Dimanche, une émission hebdomadaire qui vous parvient chaque dimanche soir après le journal télévisé. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'animer cette émission avec d'éminents confrères qui sont avec moi sur ce plateau. Nous allons parler des éliminatoires de la 4e et 5e journée de la CAN Maroc 2025. Le Sili de Guinée est parti chercher les 6 précieux points pour se relancer dans cette compétition. Donc nous allons débattre de ces deux matchs et pourquoi pas parler de la 4e et 5e journée, je vais dire, contre la RDC qui est programmée pour le 15 novembre prochain. Le Sili local également qui prépare sa compétition, le CHAN 2025, ils sont partis affronter les Lions de l'Atlas locaux. Le résultat au match aller 5-0 et au match retour 2 buts partout. L'officier média de cette équipe, Issa Gassouma, sera dans cette émission pour nous parler un peu de ces deux rencontres. Le Sili Cadet, nous allons également parler dans cette émission. Les choses se compliquent pour notre équipe nationale cadette du côté de Dakar. Nous allons décortiquer cette situation avec mes attaquants de soutien. Il s'agit de Abdullah Hamida Bangoura, qui est journaliste, qui a déjà partagé des plateaux avec moi. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Kadiatou et bonsoir à tous ceux qui nous suivent sur la télévision nationale, où qu'ils soient. Voilà, le jeune prodige Amadou Djoudé Diallo. Ce n'est pas Amadou Djoudé Diallo senior, hein, ça c'est junior. Ouais. Voilà, il faut rajouter. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Ouais, merci. Bonsoir. Voilà, ce sont mes attaquants de soutien ce soir, fidèles téléspectateurs. Avec eux, nous allons au point décortiquer la situation sportive de notre pays. J'ai oublié de vous informer que le basketball guinéen a un nouveau bureau après des moments sombres. Finalement, peut-être sur le bout du tunnel pour cette discipline sportive. Il y a un nouveau bureau qui a été mis en place hier samedi. Donc, nous allons également parler de cette situation dans cette émission. Bonsoir coach, il est coach national la plus à présenter. On a partagé assez de plateaux ensemble. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, c'est toujours un plaisir de partager le plateau avec vous, surtout que maintenant il y a des invités aussi qui sont nouveaux. Je pense qu'on va passer un très bon moment avec vous. Voilà, et à ses côtés, l'officier média du Sili national senior, Amadou Abdoul Touré. Bonsoir. Bonsoir à vous et bonsoir à tous les téléspectateurs. Voilà, en tout cas, lui, c'est la première fois qu'on partage un plateau ensemble. C'est un grand frère, on est tout ensemble, tout le temps au téléphone, mais c'est une première pour moi aujourd'hui de recevoir sur un plateau. Oui, un grand plaisir, une émission qu'on suit dimanche soir, donc quand on s'apprête à se coucher et qui généralement nous fait le tour du monde de l'actualité sportive et ça, c'est toujours un plaisir. Voilà, chers téléspectateurs, vous l'avez compris, voilà, c'est la brochette de personnalités sportives qui va animer cette émission pour vous, fidèles téléspectateurs. Comme je le disais tout à l'heure, nous allons essayer de joindre l'entraîneur, je vais dire le sélectionneur principal de l'équipe nationale de Guinée, Michel Doucier, qui est parti vraiment arracher 6 précieux points avec ses poulains. Donc nous allons essayer de le joindre pour qu'il puisse un peu nous parler des préparatifs de ces 2 dernières journées et pourquoi pas aussi de la 5e journée, je parle toujours de 4e journée, de la 5e journée contre la RDC qui va se jouer au mois de novembre, précisément le 15. Ce sera également sur la terre ivoirienne. La Guinée est déjà 2e de la poule derrière la RDC qui a déjà 12 points et qualifiée. Et puis nous, on est 2e avec 6 points. La Tanzanie 4 points. Et puis l'Éthiopie qui ferme la marche avec un petit point. Michel, bonsoir. Vous êtes dans l'émission Sport Dimanche? Oui. D'accord. Vous avez joué 2 journées. 3e et 4e journée. Vous avez pris les 6 points. On peut connaître comment vous avez préparé ces 2 rencontres? Simplement en travaillant. On a eu la possibilité aussi, en jouant le samedi, d'avoir une journée supplémentaire qui est toujours bénéfique. Parce que ça nous a permis le mercredi de travailler un petit peu avec plus profondément et un peu plus d'intensité. Donc c'était déjà une donnée intéressante pour notre préparation. Et puis le groupe a été aussi très attentif, très réceptif, avec l'envie de bien faire. Donc je pense qu'on a fait une bonne semaine de préparation et ça s'est matérialisé par les résultats. Voilà, il y a Abdoulma Abid Bangoura qui est journaliste également. Il a une question pour vous. Coach, la question c'est de savoir, après avoir marqué les 3 buts en première période, en seconde période, on a beaucoup souffert. Quel enseignement avez-vous tiré de cela? Qu'on doit continuer à travailler et à progresser dans ce domaine-là qui est celui de la concentration, de la rigueur. C'est pas un phénomène uniquement guinéen que de se relâcher quand on a 3 buts d'avance, mais on se doit quand même de
pas à souffrir autant que ce qu'on a souffert, où on a été privé du ballon en seconde mi-temps. On sait que cette équipe d'Éthiopie, sa force justement réside dans sa capacité à produire du jeu et à base de passes courtes, et donc de faire courir l'adversaire, de lui poser des problèmes. Et voilà, de fait on a couru, mais d'un autre côté aussi on n'a pas encaissé de but, ce qui est aussi le signe que les joueurs se sont quand même accrochés pour pas perdre la deuxième mi-temps. On l'a vu en seconde période, le match était quasiment plié en première période après les 3-0. Mais les changements ont tardé à venir. Était-ce une façon pour vous de voir les titulaires sur la durée ou peut-être pour autre chose? Non, il y a eu des changements à l'heure de jeu. Il y a eu des changements. Ce qui est venu me perturber un peu, c'est la blessure d'Antoine qui n'était pas prévue forcément. Et comme c'était dans l'urgence, il y avait un seul changement. On n'a fait qu'un seul changement. Et après, il me restait plus qu'une fenêtre pour faire des changements. Or, j'avais sur le terrain des garçons qu'il fallait surveiller. Il y avait Isiaga Silla qui était fatigué, Seydou Sow qui se plaignait de la cuisse un peu, Ibrahim Diakité de l'adducteur. Donc en fait, il s'agissait de savoir, avant de faire ces deux derniers remplacements, si un de ces trois joueurs allait finir le match ou pas. Donc c'est pour ça que j'ai reculé le plus longtemps possible les deux derniers changements. Voilà, Amadou Julde Diallo, également journaliste, a quelques questions pour vous. Allez-y, Julde. Bonsoir coach, je vous félicite pour les 2 victoires. Bon, j'ai pas de questions sur les matchs, mais pour le prochain rassemblement, on a joué des matchs, 2 belles victoires, félicitations pour ça. Le niveau de l'Éthiopie et celui de la RDC, c'est pas la même chose. Est-ce que lors du prochain rassemblement, on peut s'attendre à certains retours ou de nouveaux joueurs comme Simakan, comme Morgan Guilavogui qui vont revenir? Pour l'instant, on a un groupe qui a performé, en tout cas, qui a eu à se révolter et à obtenir ces 2 victoires qui nous remettent dans le sens pour la qualification. Maintenant, concernant les projections sur le prochain rassemblement, ça vient vite. Je pense que vous parlez de Simakan, mais jusqu'à présent, il n'a pas encore donné une réponse positive sur le fait de jouer pour le CD national. Voilà, et puis Morgan Guilavogui est absent, lui, depuis le mois de juin, où il avait souhaité faire une pause avec l'équipe nationale. Donc voilà, j'entretiens aussi avec lui des conversations. Maintenant, il y aura peut-être d'autres choses ou pas. On verra sur la diffusion de la liste. Voilà, Hamid. Coach, une autre question peut-être, justement par rapport à Simakan. On annonce dans la presse qu'il y a une rencontre qui est prévue entre votre staff et le joueur. Ce sont juste des rumeurs ou c'est une information que vous confirmez? À mon niveau, c'est des rumeurs. Voilà, on va parler de Serhou Guirassy aujourd'hui qui fait pratiquement la une de tous les grands journaux, des émissions télé et radio. À votre niveau, vous qui êtes vraiment son coach, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce joueur? Qu'il a du talent. Je crois qu'il l'a montré, il le montre régulièrement. C'est un joueur aussi qui est très professionnel dans sa façon d'aborder le métier. Voilà, il nous a beaucoup aidé sur ces 2 matchs parce que c'est un buteur et que c'est toujours bien d'avoir quelqu'un qui mette des buts parce que ça nous permet d'aborder les matchs avec la possibilité justement de faire des différences et de passer devant l'adversaire et de prendre un ascendant. Donc en cela, il a été très utile. Il est également aussi exigeant. Donc je pense que son exigence, il se l'applique à lui-même et puis aussi à ses coéquipiers. Donc voilà, un état d'esprit d'un leader, en tout cas, et puis qui a de l'ambition. Un joueur qui est très utile. Voilà, pour vous aujourd'hui, Serhou Guirassy mérite le ballon d'or africain? Pour moi, oui. Après, je suis un peu partial, forcément, comme vous tous. On aimerait bien qu'un Guinéen remporte le ballon d'or africain parce que ça fait tellement longtemps. Je sais que tous les Guinéens seraient fiers de cette nomination. Voilà, merci coach et bonne chance pour le reste. Merci beaucoup. Au revoir, bonne soirée. Hamid,
Après avoir écouté Doucier ce soir sur la télévision nationale, quelle est votre impression par rapport à ce coach qui vient vraiment sauver une situation, même si peut-être on va me dire que l'Éthiopie n'est pas une faute de guerre en football? Michel Ducier, il est venu apporter du 109, pas en termes d'effectifs, parce que c'est pratiquement sur le même effectif qu'il s'est appuyé. Mais déjà, dans le jeu, parce qu'on a vu que c'était un jeu différent, aussi du résultat, parce qu'on quitte la dernière place pour retrouver la deuxième place, ça ce n'est pas anodin. Certains diront que ce n'était que l'Éthiopie, mais moi je me rappelle qu'il y a quelques mois en arrière, même face à des équipes classées au-delà de 130e place du monde, il fallait compris. Aujourd'hui, si on a la capacité de battre facilement l'Éthiopie avec 7 buts, ce n'est pas rien. Ce n'est pas un adversaire à minimiser. Donc, il a abattu un travail très sérieux, mais dans un temps record surtout. Parce qu'il est venu, alors que la situation était presque chaotique. 0 point pris en 2 journées, c'était pas commun pour les Guinéens. Ce n'est pas une situation qui arrivait très souvent. Donc, il a redressé les choses. On a 6 points. Ça, ce n'est pas quelque chose à banaliser. J'espère qu'il va se préparer davantage pour les prochaines sorties parce que la RDC c'est un tout autre adversaire. En défense on a quelques soucis et comme on l'évoquait, il y a des réglages à faire, notamment la gestion des matchs jusqu'au bout. Il va falloir corriger ça pour les 5e et 6e journées pour espérer être au Maroc en 2025. Voilà, Julde, vous avez écouté le coach principal de l'équipe nationale A. Quel enseignement tirez-vous de sa communication? Ouais, je crois que c'est un coach à féliciter. 2 matchs de victoire, c'est une très belle opération, même s'il reste beaucoup à faire. Mais là où il a trouvé l'équipe, l'espoir n'était pas tellement permis parce que quand vous prenez 2 matchs en 2 défaites, il faut réorganiser, il faut parler, tactiquement il faut travailler. C'est vrai, il n'y a pas un changement d'homme, mais il faut encore remonter le moral des joueurs. Et ce qu'il a essayé de faire, il a réussi ce coup-là. Maintenant, on va voir, parce qu'on parle du niveau de l'Éthiopie, c'est l'équipe la plus faible du groupe. Même si l'Éthiopie avait fait un bon match contre la Tanzanie lors de la première journée, match nul. Contre la RDC, le niveau était bon. Tactiquement, ils ont dominé au niveau de la possession, mais ils ont perdu parce qu'ils ne sont pas réalistes. Contre la Guinée, ça a été la même chose. La Guinée a été beaucoup plus prolifique offensivement par rapport à toutes ces précédentes équipes qui ont rencontré l'équipe de l'Éthiopie. Donc je pense que on peut dire qu'on a senti la part du coach Michel Ducier qui connaît très bien le football guinéen. Il est revenu très fort parce que depuis qu'il a quitté, et ça fait 9 ans, aucun joueur n'a signé un triplé en son absence. Le dernier c'était en 2014 avec Seydou Bassouma Konkole. À Lomé c'était contre la RDC 4-1. Avant Seydou Bassouma c'était Ismaël Bangoura en 2010 contre la Namibie. Tout ça c'était sous l'ère de Michel Ducier. Ça veut dire qu'il est vraiment intéressant ce coach pour la Guinée, même s'il n'a pas fait de résultats ailleurs. Mais pour nous, si son retour est gagnant, s'il est en train beaucoup d'apporter, je pense qu'il faut l'accompagner. Maintenant, au niveau du niveau de l'équipe, là il y a une grosse interrogation. Défensivement c'est catastrophique, même si au match retour on n'a pas encaissé, mais on a vu l'apport du milieu de terrain, le positionnement de la défense, défenseurs qui arrivent en retard, des passes délibérées, surtout des milieux de terrain qui ratent. Moi je crois qu'il faut encore travailler beaucoup à ce niveau. On ne gagne pas souvent contre la RDC. La dernière victoire de Sili contre la RDC c'était en 2004, c'était avec les Titi Camara et autres. Ça fait très longtemps. C'était un score de 2-1 lors de la phase finale de la CAN en Tunisie. Donc je crois qu'il faut qu'on se réveille contre la RDC parce que ça commence à être une défaite de trop. Et là, c'est un match très important. Et il ne faut pas se dire non, la RDC a 12 points, c'est fini. Non, ils vont jouer. Parce que cette équipe aujourd'hui, elle va être dans le top 10, elle va être dans le top 3. C'est une équipe qui vise très loin. Donc, c'est le même rythme, c'est la même dynamique qui va continuer. C'est aux Guinéens de se battre pour arracher cette victoire. Et là, c'est un match à domicile, même si on ne joue pas à Conakry. Donc, ça va être très compliqué pour ce match-là. Mais je pense que ce n'est pas impossible avec la ligne d'attaque que nous avons. Marqué 7 buts en 2 matchs, c'est pas donné à n'importe quelle ligne d'attaque en Afrique, ça ne vient pas souvent, donc moi je pense que c'est possible avec une petite réorganisation. Mais je souhaiterais aussi le retour de certains joueurs. Je suis pas optimiste à 100%, surtout défensivement. Il faut voir au milieu de terrain aussi. Je souhaiterais le retour de Mori Konaté, qui est Emilio Kasser, qui est très intéressant. C'est vrai, Ablaye Touré il apporte beaucoup, mais s'il est là, même s'il est sur le banc, c'est intéressant. Ça c'est bon. Maintenant pour Ducier, avec ses discours,
franchement, on peut dire que c'est bon. Maintenant, c'est la fédération de l'accompagner, boucher les trous, les joueurs qui n'ont pas le niveau. Franchement, il faut les éloigner. Aujourd'hui, la Guinée mérite d'avoir une équipe qui peut concurrencer toutes les grandes équipes en Afrique. On ne cherche pas une équipe qui cherche un match nul ou juste pour exister dans les compétitions. Il faut chercher le haut niveau. Donc, c'est un peu ça. Je pense qu'aujourd'hui, l'allure qui a commencé là, il faut essayer de continuer, garder la même dynamique, mais tout en rehaussant le niveau. Voilà, coach, on va passer à l'officier média qui était du côté d'Abidjan avec l'équipe lors de ces deux rencontres. Vous êtes entraîneur, vous avez écouté mes confrères. Est-ce que pour vous aujourd'hui, la Guinée a besoin d'autres joueurs pour venir vraiment renforcer cette équipe? Ou bien, comme l'a dit le coach, il a un groupe qu'il a sous la main, donc il préfère continuer avec ceci? Oui, mais c'est au niveau technique c'est ce qu'il a dit, c'est ça la réalité. Quand vous avez un groupe qui fait des résultats, on garde le groupe. On essaie d'améliorer, mais pas démolir complètement. Il a pris une équipe qui était mal au point. Pourquoi? Parce qu'ils venaient de sortir de leur directoire à confusion qui décide quoi, qui fait quoi. Et maintenant, les rôles sont désignés, les responsabilités sont situées. Lui, il est maintenant sélectionneur à part entière. Donc, du coup, il a pris à peu près le même groupe avec un discours différent et avec un objectif différent. Parce que les joueurs, ils savaient déjà maintenant que le danger nous guettait. Le danger pour nous, c'était la non-qualification de la Guinée à la CAN 2025. On ne pouvait pas se permettre. Mais maintenant, on a rattrapé un peu, on a gagné les 50% des points qu'on devait prendre. Sur 12 possibles, on a pris 6. Maintenant, c'était une journée à peu près facile pour nous, c'est-à-dire que la double confrontation. Parce que dans cette poule-là, on a la première journée qui était très difficile, où il y avait la RDC contre la Tanzanie, on est passé à côté. La deuxième tranche, c'était la confrontation contre l'Éthiopie. Maintenant, on a gagné ces 6 points-là. Sachez que les 2 dernières journées, il y aura contre la RDC, contre Tanzanie, ça va être une autre paire de manches. Mais c'est sûr qu'ils vont aller cette fois-ci avec un capital de confiance énorme. Mais sachez que là, on est soulagé au niveau du résultat parce qu'on se relance, on est deuxième, mais le combat n'est pas fini. Donc dire qu'il faut chambouler toute l'équipe encore, ou il faut faire venir encore de nouveaux joueurs qui vont créer encore d'autres tensions ou d'autres incertitudes, vaut mieux de partir avec ce groupe-là qui a déjà accompli la moitié de la mission. Je pense qu'il nous manque encore une victoire, ce sera la qualification directement à CAN. Voilà, Amadou Abdoul Touré, vous étiez du côté d'Abidjan, vous avez vu ces jeunes regroupements, vous étiez là tout le temps. Comment ça s'est passé? Quelle était l'ambiance au niveau des vestiaires, au niveau de l'hôtel, le regroupement du Sili? L'ambiance était très concentrée. Le groupe a travaillé, comme les journalistes l'ont souligné tantôt, dans la sérénité. Michel Duchier et tout le staff a pu apporter, il faut reconnaître, beaucoup de concentration. Il y a eu beaucoup de discours, il y a eu beaucoup de rencontres. Michel a pu, avec les uns et les autres, je crois, expliquer un peu sa philosophie, sa façon de voir les choses, et a surtout pu mettre le groupe en confiance. Et il l'a dit tantôt, les journées ne sont pas nombreuses où on a la possibilité de travailler, mais le séjour a permis quand même à ce qu'il y ait un travail approfondi de repositionnement, d'intensité, et qui a permis aujourd'hui à ce que d'avoir ce que l'on a constaté. Il faut comprendre qu'encore une fois que les maîtres mots pour lui ont été durant tout le séjour sérénité, travail et rigueur. On a répété beaucoup d'actes, il y a eu des ateliers où beaucoup d'actions ont été répétées. Et comme on dit, avec son ton pédagogique, surtout avec son équipe qui est assez bien équilibrée, je veux parler donc du staff élargi. Je pense que l'avenir prochain, c'est-à-dire la 5e et la 6e journée, se présente sous un air un peu plus optimiste qu'il y a quelques journées. Vous avez une question pour lui?
La question que je voudrais... Ou bien vous avez un amendement? Non, c'est par rapport justement au groupe, parce qu'on parle de venue de nouvelles têtes que les gens ne cessent de réclamer. Est-ce que pendant ce temps-là, dans les petits papiers de la FEDIFOOT, il y a des rencontres qui sont prévues pour aller chercher des talents qui sont un peu présents partout en Europe? Je pense notamment à Tchernobyl, Villarreal, je pense à Simakan, Bafodé Diakité et tout ça. Il y a beaucoup d'informations qui circulent. Est-ce qu'il y a quelque chose? Je ne pourrais pas confirmer sur le plateau, mais ce que je sais, c'est que le travail de sélection, de détection, de supervision ne s'arrête pas. Le comité exécutif bouge assez. Le président Dina Sampil en personne actuellement est en train de faire beaucoup de contacts. Sur le plan maintenant administratif, qu'est-ce que ça donne? Je ne peux pas le dire à l'instant, mais je sais simplement que beaucoup de contacts sont faits et que le secrétariat général travaille afin que ce groupe que nous avons du Sili, que ce 11 de Guinée soit de plus en plus ou de mieux en mieux amélioré, afin que l'on ait un groupe qui soit des plus compétitifs. Vous l'avez dit tantôt, c'est un groupe assez équilibré, il est vrai, mais qu'on ne perdrait pas à améliorer s'il y a lieu d'améliorer. Mais ceci encore se fait en intelligence entre le secrétaire général donc, de la Fédération guinéenne de football, le staff lui-même, et avec l'implication du comité exécutif, parce que je sais qu'ils sont en train, le président en tout cas, qui était assez présent durant donc, ces différents regroupements, qui était assez présent au sein donc, de l'Assemblée, qui est venu aux entraînements, qui a discuté beaucoup. Je sais qu'il mène actuellement beaucoup de contacts afin que l'on puisse avoir ce que l'on appelle l'oiseau rare. Est-ce que vous, en tant qu'officier média, vous êtes convaincu que cette équipe mérite d'être renforcée défensivement? Des réajustements sont nécessaires, mais renforcer ceci sort peut-être de mes compétences, mais je sais que sur le plan technique et tactique, des repositionnements sont en train d'être faits en ce moment. Mais comme vous, l'entraîneur l'a dit tantôt, ou le sélectionneur l'a dit, M. Fofana à côté le confirmera. La période de regroupement, des fois, est une période assez courte. Oui. Tout n'est pas possible, mais à mon avis, après 2 journées passées ensemble, ou après une journée passée ensemble, 2 rencontres, des discussions, le staff continue à travailler parce qu'en fait, ce que vous ne savez pas, c'est qu'un staff est mis en place, mais le travail n'est pas simplement pendant le regroupement. Maintenant, l'équipe travaille. Il y a des contacts qui sont en cours, il y a des discussions qui se font, il y a des échanges qui se font, et à terme, c'est pour qu'on puisse voir réellement qu'est-ce qui n'a pas marché. Et comme c'est de mise aujourd'hui, l'aspect technico-tactique, la vidéo a une place de choix. Donc je sais qu'en ce moment, beaucoup de choses sont vues, revues, et les leçons sont tirées. Dans l'équipe du Sili, on commence à avoir un joueur qui fait l'unanimité. On n'a pas ce genre de joueurs pareils. Bon, on va venir sur Serou. Okay. Je vais d'abord finir avec le coach. Je vais lui poser justement une question par rapport au système de jeu du Sili. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que le système que Kaba utilisait ne profitait pas à notre équipe nationale? Parce que là, on voit notre équipe un peu libérée. On peut voir, moi en tout cas, je ne pouvais pas croire qu'on pouvait jouer un match et d'être dominé 20 dernières minutes, on n'a pas encaissé, on n'a pas pris de but. C'était pas facile. Ce qu'il faut reconnaître chez l'entraîneur, c'est qu'il a mis en place une stratégie qui s'appelle la transition rapide. Ce qui a fait très mal aux Éthiopiens. En fait, les Éthiopiens, on les a laissés, ils ont dominé le match, ils ont la position, mais ils n'ont pas le résultat. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une attaque très haute, et dès qu'on récupère le ballon, on se porte en avant. Vous avez vu le but, les 2 buts, il y a 2 ou 3 buts qui sont passés directement dans le cœur de la défense centrale. C'est-à-dire que le but de Seydouba Cissé, ça, c'est avec une passe en profondeur. Ça veut dire que si on essaie de jouer à la Babel encore, la défense allait se resserrer. La première intention, donner des ballons en première intention, je pense qu'ils ont travaillé. Ce qui a changé au niveau physionomie du match entre le match qu'on avait l'habitude de voir et le match contre l'Éthiopie, c'est la rapidité des actions. On n'a pas laissé les Éthiopiens de se resserrer et de faire jouer 1 à 2 ou 3 touches de balle. Je me souviens encore le premier but, l'action qui a mené au pénalty. Dès qu'on a récupéré le ballon, directement passe. Et Girassi avait juste maintenant à pousser à aller directement vers le but où il s'est fait pousser par un défenseur. Donc là, cette fois-ci, j'espère que cette stratégie sera
peut-être payable aussi contre la RDC. En tout cas, il a bien joué le coup cette fois-ci parce que les Éthiopiens ont eu du mal, vraiment du mal. Dès qu'ils ont perdu le ballon, ils avaient une correction derrière. Je pense que ça, on peut lui attribuer ça. Ça, c'est vraiment bien vu. C'était bien pensé et ça nous a fait sortir du piège qui était là parce que je pense que une défaite ou même un match nul allait encore compliquer plus notre qualification. Ça, maintenant, contre la RDC, comme il a dit tout à l'heure, le travail continue. On va visualiser les matchs aller parce qu'ils ont déjà fait une première manche. Maintenant, c'est la seconde manche. Il va essayer de voir la vidéo pour savoir quelle tactique il faut adapter contre ces équipes-là. Oh, ma question n'a pas été répondue, je crois. Oui. Le système de jeu. Oui. Quel est le meilleur système de jeu pour notre football? Oui. C'est le 4, 5, 4, 2, 3. C'est pas quelque chose comme ça. 4-3-3. 4-3-3 ou bien 4-4. La dernière fois, c'était 4-3-3. Il y avait Guirassy en pointe. Il y avait et le système de Kaba, il y avait Kamano et 3, 2, 1, et voilà. Ouais, Voilà. voilà. Et vous savez, chaque entraîneur a son système. Bon, après, il faut savoir maintenant si ton système il est adaptable à ton équipe et si ton équipe arrive à adhérer ton système de jeu. Quand Kaba, moi j'ai vu Kaba ici 3-5-2, j'ai vu Kaba ici 4-4-2, ainsi de suite. Mais là, la dernière fois, là, la Guinée en jouant en 4-3-3 contre cette équipe-là, c'est un système purement offensif parce qu'on avait besoin de gagner et en même temps, on n'a pas non plus à craindre l'Éthiopie. Donc, on a pris le risque. Et le risque a beaucoup payé parce que le système 4-3-3, ce jour-là avec Guirassy, c'était payable. En fait, ce que je voulais dire, je pense surtout au-delà du système, l'entraîneur est venu apporter autre chose que le système. Parce que d'ailleurs, on peut jouer avec le même système et ne pas avoir ni le même résultat, ni le même jeu. En fait, Michel Ducier, c'est quelqu'un qui a compris qu'il fallait organiser cette équipe-là autour de Guirassy. Regardez sur l'ensemble des deux matchs, il y a combien de joueurs qui ont réussi à le servir. Isiaga, Badi, Selouba Sissé, François Kamano. Des joueurs se sont sentis libérés. Pour pas mal de joueurs, le registre a complètement changé. Moi, je pense par exemple à Abdoulaye Touré, qui autant de Kaba était obligé de se surpasser, de se décarcasser, voilà, ainsi de suite. Défense, revenir au milieu, voilà, jouer un rôle créatif. Avec Michel Ducier, je pense qu'il l'a contenté à jouer le sale boulot, ramasser et récupérer le ballon. Il y a deux autres joueurs qui sont à la création. Il y a Madi Kamara, il y a Selouba Sissé qui ont joué à merveille là ce rôle. Et pas mal d'autres joueurs. On a vu Antoine Conté par exemple qui a évolué milieu défenseur central avec Michel Ducier. Alors que durant tout le temps de Kaba, on l'a vu, il était arrière droit. Alors on sait que Antoine Conté, il n'a pas le profil très offensif. Et il peut assurer le boulot défensivement, mais devant, il ne peut pas apporter gros à l'équipe. Donc Michel Ducier, il est venu, il a fait une petite étude sur les profils de chacun et il s'est contenté de mettre chacun justement dans le rôle qu'il peut jouer à merveille. C'est ce qui a bien réussi au Sili national et quand vous regardez les résultats, ça a changé. Ça remonte de très longtemps dans les souvenirs. Le moment où on marquait 4 buts, exactement 4 buts, 3 buts dans un match, ça c'était pas fréquent. Donc le changement, on l'a vu tout de suite, que ce soit offensivement, que ce soit au milieu de terrain, que ce soit en défense. Donc il y a quelques petites corrections justement à faire comme le coach l'a dit. Il va y avoir de la vidéo qui va être visionnée à plusieurs reprises pour voir dans quel compartiment de jeu il va falloir faire des amendements, des améliorations. Mais je pense que d'ici qu'on arrive face au Congo, des solutions seront trouvées et justement moi j'espère qu'on aura du résultat. Alors, Julie, vous avez ajouté quelque chose? Oui, effectivement. Maintenant, je peux continuer ma question. Oui, avec Serhou Guirassy qui fait aujourd'hui l'unanimité de tous les grands journaux, voilà. Les émissions télé, radio, en tout cas tout ce qui est sport, tout le monde sur les réseaux sociaux, Serhou Guirassy, Ballon d'Or, Serhou Guirassy, Ballon d'Or. Allez-y, posez votre question. Voilà, Monsieur Touré, on a suivi ces deux derniers matchs. Guirassy, les joueurs d'Isili qui sont à la pointe. On pense, vu les deux matchs-là, vu la physionomie de ces rencontres, on pense que Guirassy commence à faire l'unanimité dans l'équipe. Quelques exemples, contre l'Éthiopie au match retour, quand le pénalty a été soufflé, on a vu Morlaï Silla qui a pris le ballon et puis il vient le remettre à Guirassy. Ça, c'est des belles images que les gens aiment voir. Est-ce qu'aujourd'hui, en tant qu'officier média, est-ce qu'au niveau de la Fédé, au niveau des joueurs, comment vous voyez Guirassy envers les autres joueurs? Guirassy est un gentil garçon, mais c'est aussi un leader. Un leader qui est autant un leader technique qu'un leader tout court.
Et aujourd'hui, quelqu'un qui marque, on ne demande pas mieux dans le football. Oui, surtout un attaquant. Il faut reconnaître aujourd'hui qu'il a des statistiques, je dirais, stratosphériques. Quand on arrive à faire 12 buts en 9 matchs, c'est pas donné à n'importe qui. Et qu'il fasse en plus 5 buts pour nous en sélection dans ces éliminatoires, c'est encore une fois, c'est du tout bénéf. Mais je sais qu'il continue à travailler et que ce garçon est très très concentré. Je dis bien très concentré, et qu'avec le groupe, il vit en très bonne intelligence. J'ai constaté quand même que l'ambiance dans les vestiaires est devenue vraiment plus conviviale, et qu'aujourd'hui, les jeunes, encore une fois, parce que quoi que l'on dise, ce sont eux qui font le résultat. Oui. Nous sommes là, nous, comme facilitateurs, moi comme croix de transmission par rapport donc aux médias, mais je sais qu'à date, le groupe vit assez bien, et le groupe surtout est encore une fois travailleur, concentré, mais le groupe aussi respire la sérénité. Et peut-être une question, justement, par rapport à Serhou Guirassy, qu'est-ce que aujourd'hui la fédération essaie de mettre en place en termes de branding, en termes de communication autour du joueur? Parce qu'on a vu un club, par exemple, chaque week-end qui passe, on communique suffisamment sur lui. Vous savez, la course au Ballon d'Or, elle est aussi médiatique. Parce que elle est aussi médiatique, elle est aussi en fait un travail de lobbying, effectivement. La fédération n'est pas en reste. Je sais que autant au niveau du comité exécutif du secrétaire général, mais surtout du département communication et de notre cellule, il y a aujourd'hui un travail de fond qui se fait. Vous voyez simplement au niveau des calques et au niveau de tout ce que nous faisons comme publication, nous essayons, à l'instar donc au mieux que Dortmund, que la fédération allemande et autres, nous essayons de porter très haut cet étendard, parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, après Chérif Souleymane en 1972, jamais la Guinée n'a eu un joueur aussi proche de ce Graal qui est le Ballon d'Or, et nous pensons qu'il est un devoir pour nous que nous puissions porter ce monsieur, et nous faisons tout dans ce sens en développant des stratégies de communication, en appuyant des actions de communication, d'information et de sensibilisation, afin que les votants soient beaucoup plus conscients de la valeur de notre Guirassy national, parce que qu'on l'on dise ou non, le fait est que à date, franchement, ce garçon qui est un champion, il est assez sous-coté, parce que si c'était ailleurs d'autres joueurs qui affichaient les statistiques qu'il affiche, je pense que la planète football allait être dans tous ces états, parce que Guirassy, encore une fois, il fait des choses que peu de sportifs ont fait pour les 10 dernières années. Et justement, au-delà, au-delà de la fenêtre FIFA, est-ce que on pense un petit peu à communiquer autour de lui sur ses prestations qu'il fait en club? Parce qu'au-delà de la fenêtre FIFA, il est très rare qu'on communique sur des joueurs en club, sur ce qu'il réalise par exemple tous les week-ends. Mais puisque ça, c'est une situation exceptionnelle et qu'il est sur le chemin du Ballon d'Or, est-ce qu'il est prévu des communications spécifiques sur les buts qu'il marque? Au niveau de la cellule de communication, oui. Du département de communication, oui. Au niveau donc de notre cellule, oui. Parce que pour la petite information, pour vos confrères qui ont été avec nous, il est à saluer que la Fédération guinéenne de football aujourd'hui s'est dotée d'équipements assez importants, et que la Fédération guinéenne de football, depuis quelque temps, traite ces informations avec ses propres outils de communication, les met en ligne et est assez réactif par rapport à beaucoup de choses. Guirassy est aujourd'hui appuyé, il est suivi, et nous faisons l'écho de tout ce qu'il fait comme prestation, et nous faisons le relais sur les différentes plateformes, Instagram, Twitter, X, ou carrément sur Facebook. Nous faisons un devoir d'accompagner le monsieur et de scruter tout ce qu'il fait pour le relayer au monde extérieur. Voilà, coach, vous en tant que technicien, aujourd'hui, est-ce que notre Guirassy national est aussi... Il est favori, c'est vrai, mais on voit les réalités un peu sur la toile, la presse nigériane qui est en train de faire la promo pour Lokman, deux joueurs nigérians. Oui. Donc aujourd'hui, est-ce que vous, en tant que technicien, comment vous voyez la performance de Guirassy? Mais il a bien dit tout à l'heure, il a fait une performance extraordinaire les 12 derniers mois là.
Oui, parce qu'il a été... Quand il jouait à Francfort. Dortmund. Non, avant. Stuttgart. Donc, il a fait une saison extraordinaire là-bas. La confirmation, tout le monde attendait de venir à Dortmund pour dire attention, ça va être compliqué parce que c'est un étage supplémentaire. Mais il arrive là-bas, il confirme. En équipe nationale, il ne marquait pas beaucoup, mais cette fois-ci encore, il est revenu. Donc, il est sur une bonne dynamique. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut tout faire pour qu'il puisse avoir le ballon d'or. Mais le problème, c'est qu'il a pris un peu de retard par rapport aux autres. Ça, c'est sûr. Par exemple, quand on prend le cas de Lockman, par exemple, quand je regarde les classements des favoris du ballon d'or, qui est devant lui, ce joueur-là, il a eu la chance de jouer la finale de la CAN. Mais aussi, il a remporté la coupe, l'Europa League. Et ce jour-là, ce match-là, c'était pour lui parce qu'il a marqué, il a fait le triplé. Oui. Donc ces 3 buts-là lui donnent un peu de points en avant, d'avance sur Guirassy au niveau comptable, mais en même temps, en match de qualification, on ne le voit pas comme nous on voit Guirassy. Donc Guirassy est en train de rattraper son retard au niveau du choix des gens. Parce que en fait, il était un peu en retard, mais il continue à grappiller petit à petit. Moi, je lui souhaite le prochain rassemblement là, qu'il fasse encore des doublés ou les triplés. Je pense que, puisque c'est maintenant le ballon d'or, c'est annuel, c'est pas, c'est l'année civile qui est prise en compte. Donc, du coup, on verra vraiment d'ici le mois de décembre, il y a encore des points à rattraper, il y a encore des points à gagner. J'espère que Guirassy arrivera à se hisser et à aller jusque-là pour essayer de passer devant Lockman. Mais pour l'instant, il y a quand même... Voilà, moi justement, Hamid, j'en ai trop dans la tête. Est-ce que c'est les performances de 2023-2024 qui sera récompensées ou bien c'est de 2024-2025? Parce que là, je n'arrive pas à me retrouver. On tient compte surtout des performances de la saison qui est à cheval entre 2 années parce que la saison, ça commence en 2023. C'est l'année civile. Vu que les performances de 2023 en fin d'année vont être couronnées en 2024. Par exemple, quand vous marquez un championnat, ça vous permet de gagner le championnat qui finit en 2024. Donc tout ce que l'attaquant a réalisé sur la saison 2023, parce que la saison démarre pratiquement au mois d'août. Donc tout cela sera pris en compte sur l'année civile 2024 et l'ensemble des performances qu'il est en train de réaliser sur ça. Mais si vous permettez, je voulais juste préciser que moi j'ai une lecture tout à fait différente de ce que le coach a fait. Parce que pour moi, c'est pas Guirassy qui rattrape le retard, mais c'est Lookman avec son triplé qui rattrape le retard. Parce que Lookman, avant ce triplé en finale, là, pratiquement, personne ne le citait parmi les favoris pour le Ballon d'Or. On parlait tantôt de Tapsoba, on parlait de Kosunu, on parlait peut-être un peu de Victor Boniface, un petit peu sur ce qu'il a fait sur la saison. Lookman, personne n'a parlé de lui tellement que sa saison en championnat était très moyenne. Donc, il vient en finale, il marque un triplé, on veut en faire un Ballon d'Or. Pour moi, le Ballon d'Or, ça ne se résume pas sur un match, ça ne se résume pas sur un mois, c'est toute une saison de compétition. Alors que Guirassy, sur l'ensemble de la saison passée, on a parlé de lui pratiquement tous les week-ends. Comme là, il est en train de le faire là. Chaque week-end qui passe, il fait des performances qui font qu'on parle de lui. Ça, ce sont les statistiques dignes d'un Ballon d'Or. On dit qu'il n'a pas gagné de trophée, mais la place qu'il a réussi à offrir à Stuttgart, une équipe moyenne, qui s'est débattu pour se sauver la saison précédente en Bundesliga, qui arrive à être deuxième, qui se qualifie en Ligue des Champions, pour moi c'est plus qu'un trophée. Parce que si on ne relativise pas les choses, on ne se rend pas compte que les joueurs forcément ne sont pas dans le même type d'équipe. Évoluer par exemple dans une équipe comme le Real, c'est pas pareil que quand on évolue au Stuttgart. Donc quelqu'un qui réussit à faire de Stuttgart deuxième avec autant de statistiques qui sont dignes des grands attaquants comme Ronaldo, je pense que là, logiquement, si le Ballon d'Or est un trophée individuel, il n'y a pas quelqu'un qui le mérite mieux que lui. Voilà. Jules, un mot sur Guirassy, on va quitter. On va fermer le dossier pour ouvrir celui du site local. Bon, je crois qu'il y a des polémiques parce que, pas des polémiques, mais vous savez, la CAF n'est pas constante. C'est un peu comme France Football. Parfois, on parle des récompenses. Les 30 premiers, d'ailleurs, là où Guirassy ne se retrouve pas, oui, ça a choqué plus d'un. Vous savez... il y a un groupe qui soutient les performances collectives et les performances individuelles. Donc quand vous prenez Boniface, si Guirassy a un petit peu de retard, c'est l'autre la CAN. Parce qu'il était là, Boniface, Lookman était là, mais Lookman a joué la finale. Oui. Guirassy n'a pas joué, il n'a même pas marqué un but parce qu'il était venu diminuer, blessé, il avait des pépins physiques. Donc là, il y a eu un petit retard à mon niveau. Mais avant ça, il a enchaîné des performances individuelles avec son club et puis il a fait des records. Parce que ça fait
plusieurs années, Stuttgart ne joue pas la Ligue des Champions. C'est Guirassy. Guirassy a été un acteur principal pour que Stuttgart évolue la Ligue des Champions cette saison. Et là, pour moi, si Guirassy arrive à qualifier la Guinée avant décembre, il va prendre le ballon d'or. Mais il faut marquer contre la RDC, marquer contre la Tanzanie. Et les 2 matchs-là seront très importants pour Guirassy parce que c'est avant la date de la remise du ballon d'or. Voilà, donc ça va forcément marcher. Je peux juste finir. Quand j'ai dit qu'il est un peu en retard, parce que c'était contre Bayer Leverkusen, contre Lockman. C'est-à-dire que c'était la première défaite de la saison de Bayern Leverkusen. Ils ont battu toutes les équipes. La finale, lui, il est arrivé, il a mis 3 buts. Moi, je sais très bien, nous, en Europe, on a compris que là, il a marqué des points. Beaucoup de points, marquant 3 buts en finale. Et que Atalanta de Belgrade n'a jamais gagné une coupe. La dernière fois qu'ils ont gagné, je crois que je n'étais pas né encore. Donc, vous voyez, donc ça lui a donné 2 points. Oui. Ce qu'il a souligné là tout à l'heure, la CAN précédente, Guirassy n'a pas été performant. Il est arrivé un peu diminué. Il a joué 1 ou 2 matchs, je ne sais plus. Et au nombre de buts, il n'y en a pas eu. Donc cette année, il est dans la bonne dynamique parce que c'est la confirmation, c'est la continuité. Mais pour l'instant, ce que je dis, moi je pense que Lockman a un point d'avance. Mais il faut rattraper ce point-là, comme il a dit, avant décembre. Oui, mais pour l'instant, c'est lui qui est devant. Voilà, et on va vous laisser partir parce que vous avez d'autres obligations ailleurs. Votre dernier mot par rapport à cette équipe nationale et à Guirassy? Mon dernier mot commencerait par Sékou Guirassy en disant que notre Guirassy national aujourd'hui mérite le soutien de tout un chacun, de tous ces leaders d'opinion, de toutes ces personnes qui sont capables d'influencer les votants. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, marquer, c'est concrétiser une action collective. Mais marquer n'est pas donné à tout le monde. Et quand on voit aujourd'hui notre joueur, notre 9 national qui est au-dessus de la mêlée, je pense qu'il est important qu'autant au niveau de la fédération, ce qui a déjà commencé, qu'au niveau des autres instances d'influence, que l'on puisse soutenir. On reçoit sur ce plateau Mohamed Issa Gassouma, il est l'officier média du Sud local, qui était récemment du côté du Royaume chérifien au Maroc pour aller livrer 2 matchs amicaux. C'est dans le cadre des préparatifs du CHAN 2025 qui sera organisé par 3 pays, si je ne m'abuse, c'est la Tanzanie, Kenya, Ouganda. Voilà. Et la Guinée est engagée dans ces compétitions. Notre adversaire, c'est la Guinée-Bissau, match aller-retour. Hein. Oui. Les matchs vont se jouer au mois de décembre. Bonsoir, Mohamed. Bonsoir, Kadi, et bonsoir à tous les téléspectateurs de cette grande émission. Comme je l'ai toujours dit à chaque fois que je passe ici, ça a été toujours un plaisir et puis une source d'inspiration pour nous les jeunes, parce qu'après, nous, on vous suivait quand on était encore sur les bancs. Donc, partager le plateau encore avec vous, c'est en tout cas un motif de réconfort et de plaisir. Voilà, et bonne chance à vous aussi dans ce métier, parce qu'il faut bien travailler, aimer le métier pour gravir les échelons, surtout être très modeste, surtout comme vous le faisiez d'ailleurs. Hein. Je l'ai dit, vous travaillez dans la discrétion et puis un bon boulot quand même. Voilà, vous avez votre collègue, il n'est plus à présenter, il était du côté du Maroc, même si le résultat du match c'était pas fameux, 5-0. Vous pouvez lui poser des questions. Oui, justement, on a eu quelques détails avec le coach, mais le premier match déjà, on prend 5-0. Quelque part, on se dit, ça, ce n'est pas normal pour une équipe comme la Guinée face au Maroc. Qu'est-ce qui explique un peu cette défaite que malheureusement on n'a pas pu suivre à la télé? Bon, écoutez, c'est vrai, la désillusion face à une équipe qui avait au moins 3 à 4 mois de préparation dans les jambes, contrairement à l'équipe locale de Guinée, parce que avant qu'on ait négocié ce match, rappelez que personne n'y s'attendait à cette rencontre. Voilà, normalement, après le tirage au sort, on devrait rentrer parce qu'on a été exempté du premier tour. Normalement, on devrait laisser les joueurs rentrer. Après 2 semaines de préparation intense ici à Conakry, à la clé, 2 matchs amicaux. Ces 2 matchs ont été gagnés ici à Conakry face à Sor Academy et le AFIA. L'Oréa également, 3 matchs. Donc, il fallait forcément jouer un match amical de nature internationale, mais avec le tirage au sort qui pratiquement on s'attendait à jouer le premier tour. Finalement, la CAF a décidé autrement. Et c'est par une grosse surprise qu'on nous a appelés.
la Fédération marocaine de football. Normalement, à la veille même, on devrait laisser les joueurs rentrer en club. Après, on nous appelle pour dire que voilà, ça a été négocié et tout. Il fallait forcément profiter de ce moment, réajuster également l'effectif parce que déjà la liste du coach de sélection n'était pas sortie, Abedi. C'est ce qui nous a beaucoup même aidé parce que si la liste allait sortir, étant donné qu'on avait des multitudes de blessures ici à Conakry, ça allait beaucoup plus nous impacter. Donc on est parti, le même jour où on est parti, c'est le même jour qu'on a joué le match. La faute ne revenait pas à la fédération ni à notre équipe. Mais on a juste profité de ce moment parce que l'équipe marocaine devrait aussi finir avec le stage. Ils étaient directement qualifiés pour la phase finale. On a rappelé que la zone où le Maroc devrait jouer les éliminatoires, il y a des pays qui se sont retirés de la compétition. Donc cela a favorisé un peu la Libye, la Tunisie et le Maroc qui sont directement qualifiés pour la phase finale du championnat d'Afrique des Nations. Donc pour ne pas laisser les locaux marocains rentrer comme ça, la fédération a jugé nécessaire de négocier un pays, au moins un pays qui était libre, apte à jouer ce match. Donc ils ont contacté la fédération, alors que chez nous aussi le besoin était là. Donc le président a cherché de gauche à droite. L'opportunité était que voilà, le Maroc était éligible pour jouer. Et il nous a appelés. Ça a été tout de suite négocié par le président. Et voilà, les billets sont venus. Ils ont demandé une liste de 21 joueurs. Et puis 9 membres du staff. Ça a été fait tout de suite. L'entraîneur nous a appelés. Et voilà, ça a trouvé qu'on était déjà en regroupement, chose qui a facilité le voyage. On est parti, on ne s'attendait pas à un résultat beaucoup plus probant, surtout face à une équipe qui a au minimum 3 mois de préparation. On est rentré le même jour à 10h. Le déplacement de l'aéroport à Casa, ça a pris 1h30. On est reparti, on s'est installé. Après, on a fait encore le retour. On a fait 3 heures de déplacement. Donc, on est rentré à 1h30 de la rencontre. Donc, les joueurs ne se sont pas reposés. On a joué face à une équipe, sincèrement, aujourd'hui, qui n'a rien à voir avec la plupart des équipes locales africaines. Donc, on a joué. La première mi-temps a été costaud. Malheureusement, pour nous, on est tombé face à une équipe composée de 2 x 15. L'entraîneur a mis un 11. Après, la deuxième mi-temps, il a changé. Nous, Abedi n'a pas même eu au moins 30 minutes pour revoir un peu sa tactique. Parce que déjà, dès qu'on est rentré à l'hôtel, il fallait revenir tout de suite au stade. Donc, ça nous a beaucoup plus impacté. On a vu également les qualités de l'équipe adverse. On a visualisé après le match les images, le retour. Voilà, l'entraîneur, il a préparé le moral des joueurs parce qu'il fallait forcément limiter la casse. C'est ce qu'on a essayé de faire. On a galvanisé les joueurs et tout. Voilà, vous avez vu le second match. Je vous dis aujourd'hui, sincèrement, je n'ai jamais vu une telle intensité côté guinéen. Des joueurs dans la tête. Bon, moi, je vais savoir. Vous avez dit que cette équipe est arrivée le même jour. Le même jour. Ouais. Le même jour. Et après, vous nous dites que la fédération n'est pas responsable. Et non, je ne suis pas d'accord. Non, attendez. Vous avez dit l'équipe arrive aujourd'hui, elle joue aujourd'hui, et c'est une équipe nationale. Prime. Une équipe nationale, ça c'est le haut niveau. C'est pas un club, c'est pas la Ligue 2, c'est l'État et la fédération qui ont envoyé cette équipe. C'est un match amical. Les matchs amicaux maintenant au niveau de l'équipe nationale, c'est pris en compte par la FIFA. C'est pour qu'on calcule les points au niveau des indices, CAF ou UEFA et autres. Donc c'est pas. Non, quand l'équipe nationale ne doit pas arriver le même jour du match. Ça, c'est que je n'ai pas compris. Après tout ça, l'officier média nous dit que la fédération. Alors qui est responsable? Le match. Non, je vais savoir. Si la fédération. Moi, je pose une question, mais je ne suis pas là. En fait, vous posez la question. Vous avez posé la question. Laissez-le répondre. Allez-y, Mohamed. Si vous essayez de me barrer la route. Voilà, non, allez-y. Personne ne va vous barrer la route ici. Allez-y. Vous avez vu ces 2 matchs. Est-ce que vous avez vu une seule information donnée par la Fédération marocaine de football sur les 2 matchs? Non. Vous n'avez pas vu. Non. Donc c'est un match normalement qui n'est pas officiel. Oui. Mais est-ce que vous... Non, écoutez, officiel. C'est juste permettre à ces 2 formations de ne pas rentrer comme ça.
il ne fallait pas jouer ce match. Non, moi je pense qu'il y avait lieu de jouer ce match. Non, Parce que ce match n'avait pas beaucoup plus d'enjeux comme les gens le pensent en fait. Mais pour nous, si tu permets, Isiaga. Laissez-le parler. Attendez, il va parler. Isiaga a beaucoup parlé. Non, je réponds à sa question. Quand il dit normalement. Non, moi je veux savoir. Je veux que tu continues. Tu as dit. L'équipe arrive en retard, la fédération n'est pas responsable. Qui est responsable? Voilà, il a posé C'est ma question. Ça, c'est une question. Allons-y. Non, pour les gens, peut-être c'est pour vous où il y a beaucoup plus d'impact. Mais pour nous, moralement, les joueurs, on savait effectivement. Il n'y a pas de détails là-bas. Qui est responsable du retard de l'équipe? Pour moi, la fédération n'est pas responsable. Et là où vous voulez en venir, pour moi, il n'y a pas une question, il n'y a pas lieu de poser la responsabilité. Attendez, on va laisser Hamid aller. On va avancer. Hamid va nous aider. En tant que travailleur. Voilà. Non, c'est pas parce que je jette la fleur. Mais en fait, moralement, nous, avant de partir là-bas, on savait qu'on était en retard. On a saisi, non, de voyage. Au moins, si oui, ils sont arrivés le jour du match. Si le match était préparé, et puis le match ne se jouait pas à Casa en plus. Je pouvais comprendre. En fait, j'ai dit, la façon dont vous pensez de l'enjeu de la rencontre, on ne pense rien. Nous, on pense tout de suite. Ma question s'inscrit dans le même cadre. Moi, je suis d'accord que le match n'est pas officiel. Mais en fait, ce que je vais dire, moi, mon inquiétude, pourquoi on se plierait aux exigences, c'est-à-dire aux modalités de l'adversaire qui le conviennent. On vient le trouver sur place. Il a eu 4 mois de préparation. Il a eu tout le temps de s'installer tranquillement. Il est à l'aise. Et nous, on vient le même jour, on joue le match. Quelle était l'urgence pour moi? Bon, une très très bonne question. Certes, c'est vrai, comme je l'ai dit à l'entame, au moins si on savait qu'on allait jouer ce match à 2 jours, on allait forcément travailler sur le planning que nous a amené la Fédération marocaine de football. Mais c'était une opportunité pour nous. Il ne fallait pas forcément gagner ce match. Certes, c'est vrai, ce que pensent les gens et tout, mais nous, l'idéal pour nous, ce n'était pas forcément la victoire en fait. Voilà, c'était juste avoir une idée sur l'effectif qu'a Souleymane Camara Abedi. Et c'est ce qu'on a essayé de faire parce que l'impact, et la façon dont on a vu les footballeurs guinéens jouer ce premier match, on a compris tout de suite les défaillances de l'équipe. Et tout de suite, vous avez vu le second match. Sincèrement, si vous en aurez besoin, je vais vous passer les images. Vous allez voir. Oui, et même, au même moment, même si on n'a pas eu de résultat, est-ce que pour vous, il n'y a même pas risque qu'il y ait de blessures de notre côté? Non. Parce que rentrer le même jour, faire des voyages et aller jouer, on a travaillé sur tout ça. Oui. C'est pourquoi vous avez vu le second match. Il y avait eu quelques changements de la part. Et moi, je vous dis, ni c'était le manque de réalisme de nos attaquants, on devrait les battre à domicile. Parce que c'est un match qui a été joué à huis clos. Comme je vous ai dit, pas beaucoup plus d'enjeux. On ne filmait même pas le match. La Fédération marocaine a jugé nécessaire, vu sa proximité avec la Guinée et tout, de réajuster ces 2 formations et se préparer pour le futur. Donc pour nous, mentalement, on a quitté ici préparé. Le résultat, ça comptait moins pour nous pour ces 2 matchs-là. Et tout de suite, Abedi n'avait pas fait la sélection. Et aujourd'hui, il sait qui sont ces joueurs qui seront aptes pour les préparatifs des matchs prochains. Donc pour moi, l'idéal, certes, même avec les 2-2, pour certains, certes, c'est bon et tout, ça met les joueurs en confiance. Mais pour nous, c'est le comportement qu'a avoué les footballeurs guinéens ce jour. C'est ce qui nous a beaucoup plu. Et je vous le dis encore, le Maroc, ils ne sont pas satisfaits de ce qu'ils ont approuvé contre la Guinée. C'est une formation qui se prépare encore selon ce qu'on attend pour nous rappeler. Parce que sincèrement, je vous dis, ce qu'a donné les locaux guinéens face à cette formation, ça nous a tous surpassés. Et si une telle prestation se présente face à peut-être les jeux tous de la Guinée-Bissau, on ne sait pas, je vous dis c'est un autre style que vous verrez. Mais de façon globale, moi je vous dis, certes, le déplacement a été, je ne dirais pas improvisé, mais c'était une opportunité pour la fédération qu'il fallait forcément saisir tout de suite. Et il fallait être borné. Non, pour moi, il fallait être borné dans la tête pour cette opportunité. On va gagner en temps, mon frère. Moi, j'ai un problème avec ça. Le premier problème que j'ai, c'est que en tant que fédération sérieuse, on ne se fait pas prendre au dépourvu comme ça. Parce que ça, c'est ce frère. Bien sûr qu'il y avait une opportunité à saisir, mais on ne saisit pas une opportunité de cette façon-là. Parce qu'il y avait risque de blessure pour nos joueurs. Et puis, le moral. Ouais, perdre, après... on ne négocie pas un match amical, certes, c'est pour pouvoir corriger les erreurs, mais on ne s'attend pas à prendre autant de scores comme ça. Et l'autre problème que j'ai, c'est qu'il y a eu le cas Bachir avec le CELI local. C'est justement par rapport à ça. Parce que le joueur ne s'attendait pas à un match amical à l'international. Là, je suis vraiment pas d'accord avec vous. Si je précise. Ce que je précise. Bachir ne pouvait pas voyager parce que son passeport se trouve à l'ambassade de la Belgique.
Et il était retenu avec l'équipe nationale. On lui a demandé de fournir le passeport. Il n'a pas pu fournir le passeport. Donc quand on vient les prendre au dépourvu comme ça pour un voyage, le joueur étant malheureusement pas en possession de son passeport, il y a eu tout un tollé autour de ça. Donc toutes ces choses-là, voilà, exactement. Par rapport à cette question, il faut que je clarifie la partie. Écoutez, Bachir, ça n'a pas été une première avec l'équipe locale. Hein. Vous avez vu, avec le U20, c'était la même chose. Si nous, on savait que Bachir, son passeport était de l'autre côté, on n'allait même pas le présélectionner. Parce qu'il ne faut pas prendre après un joueur qui n'a pas de document d'abord sur la main et tout. Nous, on était sur... Non, écoutez, vous ne connaissez toujours pas encore les footballeurs guinéens. Il faut beaucoup plus vous renseigner sur ces footballeurs. Sincèrement, peut-être le coach, il est là. Il peut en témoigner. Vous parlez peut-être aujourd'hui, pour les gens, c'est facile. Mais je vous dis, si on sait Bachir, il a toutes les qualités pour être sélectionné. Moi, je le dis aujourd'hui. Mais administrativement, je dis, il a trahi l'équipe. Je ne suis pas là peut-être à le jeter. Même à la dernière minute, moi je te dis à l'aéroport, on était optimiste qu'il allait amener le passeport parce qu'il avait rassuré tout le monde. Et en tout cas, ce que le coach nous a dit, même le club avait rassuré. Parce qu'à chaque jour, on le rappelait, même les autres joueurs, il y a certains qui n'avaient pas les passeports ici, ils ont amené les passeports. Les passeports étaient de l'autre côté. Vu l'ampleur, la considération qu'ils portent à l'emblème national, ils sont partis amener les passeports et on a voyagé avec ces joueurs. Même à l'aéroport, je t'ai dit, parce que c'est un joueur sur qui on avait travaillé la tactique de l'équipe. Mais si à la dernière minute, ce petit nous rassure, même à 13h, je vous dis, parce que c'est la mise en place de l'équipe, on a fait ici vers 13h avant de bouger le soir. Il était dans la tactique de l'entraîneur. C'est le seul jeune à qui l'entraîneur a fait une marge, juste pour lui permettre de voyager avec nous. Mais à la dernière minute, jusqu'à 19h, il n'a même pas le passeport. La petite précision, mais si en 30 secondes. Non, la petite précision en 30 secondes. Déjà, la précision avec les U20, c'était pas pareil, parce qu'avec les U20... Non, attention. Non, je vous ai écouté. Avec les U20, le club du Milo FC a communiqué comme quoi le joueur a été libéré pour aller disputer la Ligue des Champions de la CAF. Et la fédération n'a sorti aucun communiqué pour démentir le communiqué du Milo, comme quoi nous n'avons pas mis le joueur à disposition, il est parti de lui-même. Donc si la fédération n'a pas démenti, pour moi, le Milo a eu à faire un communiqué. Ça, c'est la première chose. Non, la deuxième chose, toi-même, tu reconnais que le match a été négocié à la va-vite, je vais le dire comme ça, rapidement. Donc, dans ces conditions-là, pour quelqu'un qui a son passeport, qui se trouve à l'ambassade de la Belgique, et pas qu'en Guinée, à Dakar. Mais le petit avait, pour ne pas te couper, le petit avait rassuré, il a rassuré tout le monde qui a le passeport là, à Conakry. On va aller vite, Il a rassuré, mais le passeport, il est au Sénégal. Mais dans ce cas, pour un entraîneur organisé, mais tu peux pas. Mais est-ce qu'il avait dit au coach que son entraîneur... Non, mais vous parlez d'un entraîneur organisé, mais moi je pense qu'aujourd'hui, sur le plan... Non, écoutez, sur le plan local, si tu prends deux coachs sur le plan local ici, deux coachs mieux organisés qu'Abedi, moi je ne pense pas qu'il y a deux. Non, vous parlez d'organisation, il faut être... Mais laissez les autres aussi parler. Il n'a qu'à être... Mais un coach organisé. Si vous nous faites passer pour des gens méchants, nous on est des méchants. Je n'ai pas de l'équipe nationale. Non, c'est pas parce que je défends. Je donne les exemples, les bonnes choses. On va s'écouter. Si on ne peut pas placer un mot, c'est pas... Allez-y. Non, vous parlez d'un coach organisé. Allez-y, tu n'as pas la parole. Vous avez un groupe, vous avez une incertitude. Comme le dit la police de l'audience. Vous avez une incertitude. Mais commencez déjà à travailler sur le plan B. Bachir, ce n'est pas le centre du monde. C'est un joueur parmi tant d'autres. Vous allez me dire, est-ce qu'il a été le meilleur joueur du championnat guinéen? Non. Mais non. Mais à un moment donné, les autres là moi j'ai eu... Vous dites, on ne connaît pas les joueurs guinéens. J'ai accompagné la SAG 3 années d'affilée en campagne africaine, même si je n'étais pas leur entraîneur. Mais je connais les péripéties qui sont au niveau administratif et autres là. Mais là, ce que je te dis, on ne va pas... se focaliser sur Bachir pour dire que mais c'est à cause de ça. Nous, ce qu'on veut vous faire comprendre, vous avez accepté une invitation, soi-disant, d'après toi, à la va-vite. Vous êtes allé, vous avez pris la Manita. Vous avez pris la Manita 5-0 à l'aller. Et match, vous dites... Quand on s'est très bien reposé au retour. Donc, ça veut dire... Et après, vous savez, vous n'êtes pas technicien. Parce que nous, on arrive à lire entre les lignes. Vous nous dites... les autres là, ça fait 3 mois qu'ils s'entraînent. Vous savez combien de mois vous vous entraînez? Non, on n'avait que 2 semaines de préparation. 2 semaines de préparation. Vous avez fait combien de matchs amicaux? 2 matchs. 3. 3 matchs. 3 matchs. Donc, vous êtes allé là-bas. Contre qui? Mais
Ah, mais Non. Mais Vous bon, d'accord. répondez aux questions. Vous ne posez pas les questions. Laissez-le aller au bout de ses idées. Laissez-le aller au bout de ses idées. Allez-y. Le coach a la parole. Peu importe. C'est à vous de choisir vos adversaires, les matchs amicaux. Si vous voulez aller prendre une académie pour mettre 10-0, pour faire travailler votre attaque. L'OAFIA, c'est une académie. Non, attendez, vous n'avez pas la parole. Vous écoutez, vous aurez le temps de répondre. Allez-y. Donc, vous avez fait des matchs amicaux que vous-même, vous avez choisis. Vous avez joué contre l'OAFIA, oui ou non? Oui, le Orea. Mais moi, j'étais. Le Sort Academy. Ah, la preuve, j'étais ce jour-là. Je Bon, venais moi, d'arriver en France, j'étais là-bas. Ouais. Voilà. 2-1. Ouais, 1-0 ou 2-1. Ouais, Voilà. Ça a été comment? 1-0. Ça a été comment? Un match tendu, avec vraiment De vivacité. et tout. de tension. Ouais. On avait l'impression que c'était un championnat. Mais après, pour moi, vous étiez prêts, vous êtes partis. Mais parce que, en fait, il ne faut pas trouver toujours des excuses là où il n'y en a pas. C'est là le problème. C'est là où le problème. C'est-à-dire qu'on a perdu 5-0 au match aller. On n'était pas, on s'est pas reposé. On peut entendre ça. Mais on commençait à trouver des excuses d'un côté, de chaque côté. Non. Ce jour-là, vous avez été pris en dépourvu et les Marocains étaient prêts. Mais il n'y a pas 3 mois. Vous me dites, ça fait 3 mois qu'ils s'entraînent. Mais c'est pas. Non, ils ne s'entraînent pas, ça ne fait pas 3 mois. On va finir avec le dossier de Cyril Leclerc. Vous avez quelque chose à dire? Oui, justement, par rapport à l'équipe, je trouve d'ailleurs, peut-être parce que vous avez évoqué les cas de blessures, que sur la liste, il y a pas mal de joueurs qui auraient dû être là. Et puis, il y a une pléthore de joueurs d'AS Kaloum, je ne sais pas, qu'est-ce qui peut expliquer cela. Mais il y a même le gardien remplaçant de l'AS Kaloum. Oui. Il y a le gardien titulaire, il y a le gardien remplaçant. Peut-être que même ici, il y avait un 3e gardien. On l'aurait pris, mais je ne comprends pas. Je pense qu'après avoir raté une édition de CHAN, il faut faire un sérieux travail avec cette équipe-là pour retrouver encore le CHAN et aller chercher le trophée. Voilà, justement, moi, je comprends qu'après, derrière, vous avez en tout cas quelques informations sur l'équipe. Peut-être les 2 portes que vous avez vues de l'AS Kaloum, c'est parce que les 2 gardiens réservistes de l'équipe A, ce sont les gardiens qui devraient partir avec nous. Mais il n'y a pas que 4 non, gardiens en Guinée. Écoutez, vous parlez Mais on un prend peu les meilleurs quand même. On prend les On a tous regardé le championnat. Non, vous parlez des gardiens, le réserviste de Laissez-le l'équipe de parler, l'AS vous n'avez Kaloum. plus la parole. Aujourd'hui, tu prends Gros Bébé, tu prends... Gros Bébé, c'est qui? Gros bébé. Ousmane Kamara, Gros Bébé, comme on aime l'appeler avec l'AS Miner de Sangaredi aujourd'hui. Tu prends Mori du Afia. Pour moi, sur le plan local, s'il n'y a pas Moussa, je ne vois pas meilleur que ces 2-là. Et aujourd'hui, ils ont été cooptés en guise de preuve avec l'équipe senior. Donc, ça nous a beaucoup plus impacté. C'est pourquoi, à défaut de la maman, il faut se contacter de sa grand-mère. Moi, je pense que si tu es journaliste, il ne faut pas qu'on analyse comme peut-être ceux qui sont dans les bars cafés et tout. Aujourd'hui, les gens disent, certes, la sélection, on appelle les joueurs en forme du moment. Moi, pour moi, appeler 10 joueurs de l'AS Kaloum, ce n'est pas ça qui pose problème. Même si aujourd'hui, le horaire a 30 joueurs qui sont aptes pour la sélection locale, il faut les appeler. Ne regardons pas des guerres de personnes. Non, écoute, aujourd'hui, si on voit la liste de l'AS Kaloum, aujourd'hui, ou je sais pas, 5e du championnat. Aujourd'hui, le statut de l'équipe locale, on a pris 9 joueurs du Milo et 9 joueurs du Afia. Et aujourd'hui, c'est le Afia et le Milo qui ont joué la campagne africaine. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, si on a pris 3... L'entraîneur n'est pas obligé, l'entraîneur Souleymane Kamara Abidji n'est pas obligé de ne pas prendre 6 joueurs ou 10 joueurs avec l'AS Kaloum. C'est lui le commandant de... Et pour moi, aujourd'hui, ce qui doit compter chez les Guinéens, c'est le résultat, pas la tête de Pierre. Il a pris 10 avec l'AS Kaloum, le Horéa et tout. Non, aujourd'hui, quand je vois les gens analyser par rapport à cette situation, moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut se baser... C'est les profanes qui doivent analyser comme ça. Mais si, par exemple, les gens de l'extérieur... Il y a les performances qui sont là. Qu'est-ce qu'un gardien remplaçant? Aujourd'hui, les gens qui ont été appelés, ce sont des joueurs, les joueurs de l'AS Kaloum. Qui sont ces joueurs de l'AS Kaloum qui ont été appelés? D'accord, on va analyser en profondeur. Par exemple, Bangali qui a joué les Jeux Olympiques avec l'équipe nationale. Je suis d'accord que Bangali soit là. Je suis d'accord que Bangali soit là. Maintenant, si tu veux qu'on analyse en profondeur. Mais la question rapidement, s'il permet, s'il te plaît. Si tu veux qu'on analyse en profondeur, le meilleur buteur de l'AS Kaloum n'est pas là. Dans cette liste. Mais il est obligé. Non, je vais t'expliquer. Mon gars, il est obligé de venir. Accepte de m'écouter. Aucune liste, je te répète, aucune liste ne fait l'unanimité. J'ai la parole. Non, j'ai la parole. J'ai la parole, c'est moi qui ai la parole. Non, j'ai mes questions. Mon gars, Hamid, je te confirme encore aujourd'hui, aucune liste ne fait l'unanimité. Ce qui doit compter chez les Guinéens aujourd'hui, la question qu'il faille se poser, prions Dieu qu'on fasse une très bonne préparation avec l'équipe. Partir également chercher la qualification sur les jours tous, que ce soit Paul ou Pierre. Moi, je pense qu'aujourd'hui, l'idéal, prendre 10 joueurs avec l'AS Kaloum. Le mieux pour nous, c'est quoi?
prenons une très bonne équipe, accompagnons l'équipe afin qu'on se qualifie. Maintenant, si on a la qualification, mais l'idéal pour nous, vous pouvez critiquer comme vous voulez. Maintenant, si Oui, mais on cherche la qualification avec le meilleur du moment. Les meilleurs que l'entraîneur a pris. Si les gens pensent que... Si tu permets aussi, allez-y, on va aller vite. Voilà, rapidement, les problèmes que je soulève, c'est que même les meilleurs de l'AS Kaloum, à part Bangali Cissé, je ne les retrouve pas dans cette liste. Parce que comme je le dis, le meilleur buteur de l'AS Kaloum n'est même pas là. On allait prendre d'autres joueurs. Et tu ne peux pas me dire que le gardien remplaçant de l'AS Kaloum est plus bon que des gardiens titulaires dans notre club. Quelle performance a-t-il eu devant le gardien titulaire? Si, je pense que de quel club? Mais de l'AS Kaloum. Le gardien remplaçant de l'AS Kaloum est là. Tu ne peux pas me dire qu'un gardien remplaçant est plus bon que des gardiens titulaires dans notre club. Donc, ce que moi je dis, si des clubs ont été devant dans le classement, c'est sur la base des performances. Ces performances-là, ce sont des joueurs qui les ont réalisées. Donc pour moi, ceux-là méritent plus de représentativité au sein de l'équipe locale qu'une équipe qui a terminé qu'à la 5e place et qui de surcroît n'amène pas que ses meilleurs joueurs. Il y a de très bons joueurs au sein de l'AS Kaloum qui ne sont même pas sur la liste. Tu parles du gardien réserve de l'AS Kaloum. Il vient des qualificatifs de l'équipe U20 de Guinée. Donc moi je pense qu'il était mieux. Non, il était remplaçant, mais il a joué le dernier match de l'équipe. Donc moi je pense qu'aujourd'hui le championnat ne se joue pas, mon frère. Le championnat ne se joue pas. Moi, pour moi, l'idéal c'était de prendre les joueurs au moins qui sont en activité. C'est pourquoi aujourd'hui, si vous regardez l'ossature de l'équipe locale de Guinée, on s'est beaucoup plus basé sur le Milo et le Afia. Et logiquement, il fallait le faire parce que le Milo venait de la campagne africaine, le Afia également. Donc, on ne pouvait pas trouver mieux que. Malgré donc, ça, l'idéal pour. L'idéal. Ah bon? Il faut faire le sondage. Voilà, on va ouvrir la chemise du Sili Cadet qui est. L'Oréa, on a pris combien de joueurs? Voilà, on a pris que 2 joueurs. Il y a Bari. Le Sili Cadet qui est très très important parce que le Sili local, on a encore le temps d'en parler. En tout cas, le match, c'est au mois de décembre. On attend ton soutien. Voilà, c'est au mois de décembre. Donc, nous souhaiterons avoir peut-être le staff technique sur ce plateau avant les matchs contre la Guinée-Bissau pour qu'on puisse vraiment tirer les leçons. Et on va même aller vers vous lors de vos différents matchs ou entraînements pour vraiment peut-être vivre. Dernière information, peut-être d'ici le 20 novembre, on va reprendre encore le regroupement. Voilà, et puis vous serez le premier média à faire un gros plan sur le début des regroupements. Inch'Allah, on est prêt, on est là pour la Guinée, c'est la maison mère. Nous allons finalement ouvrir le dossier du Sili Cadet. Un coup de massue est tombé sur la tête du monde footballistique guinéen très tôt ce matin en apprenant la mauvaise décision que notre équipe nationale est disqualifiée et rattrapée par le texte IRM 10 joueurs de notre équipe nationale et les nouveaux règlements de l'UFOA A. Là où la Guinée appartient, c'est notre zone. À partir déjà de 6 joueurs, 10 joueurs, l'équipe est disqualifiée. Si c'est 3, 4, on peut changer les équipes qui ont été rattrapées par le texte IRM. Mais malheureusement, chez nous, c'est 10 joueurs. Et pourtant, Hamid, on avait déjà fait un prétexte avant les textes de la CAF. Et avec le même médecin. C'est désolant parce que moi, ce que je pointe du doigt déjà, c'est le manque de sérieux de l'UFOA. Peut-être que beaucoup ne trouveront pas que j'ai raison, mais l'UFOA ne s'est pas montrée sérieuse dans ces circonstances-là. Moi, je pense que pour un tournoi comme ça, il faut chercher à mettre en place une équipe mixte d'experts qui analysent ces choses-là. Parce que les médecins qui ont analysé les tests IRM, qui ont donné ces résultats-là, c'est un médecin sénégalais. Et de surcroît, notre équipe a passé des tests avant. Pour une fois, la fédération a mis le paquet pour que nos jeunes passent les tests IRM avant d'officialiser une liste. Donc je pense que si des tests ont été effectués, à Dakar, des résultats sont sortis. Sur la base de ça, on s'est servi de ça pour écarter tous ceux qui sont non éligibles, pour sortir enfin une liste et qu'on nous dise après qu'il y a 10 joueurs guinéens qui ne sont pas éligibles en raison des tests IRM. Je crois qu'il y a magouille, il y a une volonté ça est très clair de faire mal à la Guinée et à nous de ne pas nous laisser faire, de porter réserve, que ce soit au niveau de la CAF, que ce soit au niveau du TAS, parce que ça ne devrait pas se passer comme ça. Il y a eu moi j'ai été en possession des reçus, des tests IRM qui ont été effectués par la Fédération guinéenne de football. À la frais de la Guinée. Exactement. Aux frais de la Guinée, je vais dire. Ça montre déjà la bonne volonté de la Guinée ou la volonté de la Guinée de compétir dans la transparence. Parce que si on ne voulait pas faire les choses dans la transparence, on n'aurait pas investi autant de millions dans les tests IRM. Finalement, on se retrouve... 31 jours. Justement.
On a envoyé une très grande délégation là-bas pour parer à toutes ces éventualités-là. Et on se retrouve finalement avec une situation où le jour J, parce que ce n'est qu'aujourd'hui qu'on nous dit finalement la Guinée ne pourra pas compétir. Je pense qu'il y a un tournoi devrait commencer aujourd'hui. Justement, c'est pour ça je parle de manque de sérieux de la part de l'UFOA. Ces résultats-là auraient dû être là bien avant aujourd'hui. Si on attend jusqu'au dernier moment pour le dire, il y a telle chose, je crois que c'est simplement déplorable. On veut, je vais dire, salir l'image de la Guinée, mais ça ne peut pas se passer comme ça, parce que derrière, quand on lit de façon approfondie la situation, on sent que l'UFOA n'a pas été responsable et les médecins qui ont été mis à contribution pour les tests IRM n'ont pas été responsables. À la Guinée de saisir la CAF et toutes les instances qui peuvent sévir dans de telles circonstances. Voilà, de toute façon, Jules, en attendant, la Guinée ne jouera pas pour le moment. On ne sait pas ce qui va arriver d'ici demain, parce que d'ailleurs, les matchs ont été reportés pour demain. La cérémonie devrait commencer aujourd'hui. Malheureusement, il y a 3 pays qui ont été rattrapés par ces textes IRM. Il y a la Sierra Leone, je crois, la Guinée-Bissau et la Guinée qui ne compétiront pas pour le moment. On ne sait pas ce qui va advenir d'ici demain, comme je le disais. Premier test, on dit 13 joueurs non éligibles, 6 joueurs suspects et le reste aptes à jouer. Et on revient après sur le reste qui sont aptes à jouer. On dit qu'il y a 10 joueurs avec le même médecin qui ne peuvent pas jouer cette compétition. On met les preuves à l'appui pour dire que la Guinée déjà a fait le texte IRM avant que l'UFOA n'arrive à faire les mêmes textes. Oui, moi en partie je suis d'accord avec Hamid. Moi je pense que l'institution n'a pas été sérieuse envers la Guinée. Et la Guinée gagne difficilement des bonnes nouvelles au Sénégal. Ça c'est mon constat personnel. Et j'avais des doutes depuis le début. On va voir la suite. Moi, je demanderai à la fédération de ne pas se laisser faire parce que rien n'est fini encore. L'équipe n'est pas disqualifiée, même si le communiqué est sorti. Mais si vous voyez qu'on repousse les matchs, c'est parce qu'ils pensent qu'il y a eu des irrégularités à leur niveau là-bas. Donc, il faut croiser les doigts et attendre. Moi, je pense que c'est toujours possible. Voilà. Et vous allez enlever votre manteau d'officier média pour porter celui de journaliste sportif tout court. Voilà, on va décortiquer cette situation. On devrait même commencer l'émission avec ça, mais comme on avait dossier un peu qui était pressé, qui avait une autre émission, c'est pourquoi on a commencé par le Sili Senior. Dites-nous un peu, qu'est-ce que vous pensez de cette situation aujourd'hui avec notre équipe locale? On a fait 2 ans sans jouer la compétition, on était sous suspension, on lève la suspension, on revient, et encore, c'est les mêmes problèmes qui continuent, et avec le même pays. Oui, justement, l'information est tombée comme un coup près, parce qu'après, tout le monde se focalisait surtout sur ce match qui attendait la formation. À la dernière minute, on voit un peu ce communiqué, certes. Je veux marcher sous la langue de mes prédécesseurs. Après, c'est... En tout cas, moi, il y avait quelques cadres qui doutaient de cette situation venir. Ils avaient vu la situation venir, parce qu'on s'est préparé avec cette formation au centre technique de Nongo. Après, on se disait forcément qu'il fallait faire le test ici avant de partir, parce qu'après, derrière, on connaît les Sénégalais. Malheureusement, ce qu'on a voulu éviter, on n'a pas pu. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées, contrairement à ce qu'on entend et on voit. Les autorités à tous les niveaux se sont beaucoup démarquées. Malheureusement pour nous, ici à Conakry, les appareils ne fonctionnent pas du tout. Oui. Donc, sinon, la bonne foi du président Bouba et du ministre Kémou Bogoula, moi j'en sais quelque chose. Ils sont partis jusqu'à voir le ministre de la fonction publique de la santé, mais ça n'a pas marché en fait, parce qu'il fallait suivre toute une procédure pour enfin permettre aux jeunes de faire le test ici. Et le temps n'était pas opportun, parce qu'il fallait forcément rentrer avant le 10 pour faire le test. Et dans un premier temps, vous l'avez dit, quand ils ont fait le test, 19 étaient éligibles. Et le même médecin qui a fait le test, c'est le même qui a confirmé les mêmes joueurs. Et c'est lui-même qui a fait aussi pour le test CAF. Finalement, c'est passé ce qui s'est passé. Et sincèrement, il ne faut pas laisser passer cette occasion, parce que ça n'a pas été une première. Et aujourd'hui, le président Bouba, je vous dis aujourd'hui, il est déterminé à mettre lumière sur la situation. Et aujourd'hui, toutes les autorités de notre pays sont derrière lui. Et je vous le dis, même demain, le match qu'on prévoit jouer, les autres rencontres ne pourront pas se jouer, parce que l'affaire a été remontée au niveau de la CAF. Oui, c'est la dernière information d'ailleurs, Hamid, que le texte doit être repris par un autre médecin, par un autre laboratoire, pour confirmer. Les 3 pays, personne ne veut se laisser faire quand même, parce qu'on sent de la magouille au sein de l'UFOA. Parce que ça ne se passe nulle part ailleurs dans les autres zones. La compétition se joue sans problème. Et chez nous, chaque fois, c'est des problèmes. On va laisser le coach s'exprimer sur la situation. Très difficile. Comme il l'a dit, toute une génération sacrifiée. Donc, je crois que cette fois-ci, la Guinée ne pourra pas accepter cette situation. On se battra derrière la fédération pour que cette fois-ci, vraiment, la vérité soit dite
Et puis, pourquoi pas qu'on soit vraiment, si on n'est pas fautif, qu'on soit vraiment rétabli dans notre droit. Mais si on est fautif aussi, il faudrait aussi qu'on tire les leçons, les conséquences. Oui. Voilà. Ce que je peux dire, il a dit tout à l'heure, mais on voit cette génération-là, mais il y a eu déjà beaucoup de générations sacrifiées. Oui. Parce que moi, j'en sais quelque chose. Deux éditions. On est suspendu depuis 2017. Donc, on revient maintenant 7 ans après. Patatata, on a encore ce problème-là sous la tête. Moi, je suis très, très déçu, mais très déçu pour les jeunes. Parce que il me semble que ceux qui sont victimes là, ils attendaient ça depuis très longtemps. Malheureusement, j'espère qu'il y aura une issue favorable pour compétir. Mais si la situation s'arrête là, c'est vraiment une déception. Nous, parce qu'il faut avoir le courage de le dire, on ne s'est pas suffisamment méfié. Vous savez, chez les Soussous, on dit que ton ancien ennemi reste toujours ton ennemi. Il faut savoir se méfier en pareilles circonstances. Moi, la première chose que j'ai déplorée, c'est le fait d'aller finir la préparation là-bas. Les jeunes, des nouvelles que nous retenons, sont allés gagner presque tous les matchs contre toutes les académies là-bas. Quand on les voit jouer, ce qu'ils produisent, on sent que l'adversaire est de taille et vient avec des arguments très sérieux. Ça pose des difficultés aux Sénégalais. Le deuxième problème, quand vous analysez de fond la situation, on ne peut pas nous dire qu'un même médecin, à l'espace de quelques jours seulement, nous donne 2 résultats différents. Donc, s'il n'y a pas de volonté de magouiller, de nous faire du tort, je ne pense pas que cela soit possible. Donc, quand on nous présente quelque chose comme ça, il y a très clairement une envie de chercher des poux sur un crâne rasé. Moi, je me rappelle qu'en 2018, avec la paix, des Sénégalais sont venus ici, on les a battus au match retour de qualification pour le CHAN. Ils ont parlé d'un problème de passeport. Les passeports de 2 ans. Les anciens passeports et trucs comme ça. Le Sénégal a toujours été dans des combines comme ça. Quand il n'est pas capable de gagner sur le terrain, on va chercher des petits problèmes administratifs pour essayer de... Donc, moi, je pense que pour une telle situation, il faut savoir suffisamment se méfier. Jules le disait tout à l'heure, le fait que la compétition même se tienne au Sénégal, ça, c'est une alerte pour nous méfier suffisamment et mettre en place toutes les dispositions. Même le test IRM, qu'on aille faire ça dans d'autres pays, comme ça, quand il y a un problème, on envoie nos résultats et puis on demande une contre-expertise. Ce qui se passe là, il ne faut pas s'arrêter là, il faut continuer à se battre pour que ces gamins-là ne ratent pas cette opportunité. On est pratiquement pris par le temps et on va parler de basket comme ils n'ont pas voulu venir communiquer. Donc nous allons juste donner l'information pour dire que le basketball guinéen a un nouveau bureau maintenant. Par rapport au Sili Cadet, je crois que l'information va évoluer d'ici demain et nous allons rester collés à cette actualité, à la page de la Fédération guinéenne de football. Je crois que Papius, il est là. Ils vont nous donner des informations instantanément parce que là, on apprend que le Sili, la Fédération a demandé à ce que les textes soient reprises complètement, soient repris, je vais dire. Donc, on va voir ce que ça va donner. Et on est optimiste en tout cas quant à la participation de notre équipe cadette à cette compétition de l'UFOA du côté de Dakar. Maintenant, on va parler basketball. Le basketball guinéen a un nouveau bureau. L'Assemblée générale extraordinaire élective de la Fédération s'est tenue ce samedi à l'Académie olympique. Un bureau de 9 membres, dont 2 dames, a été élu par les membres statutaires pour les 4 prochaines années. Le défi pour l'équipe de Babila Keita, qui est le président de cette fédération à partir d'hier, est de relancer les compétitions nationales de basketball qui a traversé une longue période de 17 ans. Fidèles téléspectateurs, vous l'avez compris, pratiquement terminé sur ce plateau. On a parlé du Sili national A, on a parlé du Sili A', les locaux, comme on l'appelle souvent le Sili local. On a parlé des U17 qui sont du côté de Dakar. Peut-être l'information va évoluer d'ici demain et on restera accroché aux lèvres de la Fédération guinéenne de football. On a parlé également du basketball qui a un nouveau bureau avec Amara Babila Keita et tout le monde espère qu'il pourra arriver à fédérer tout le monde autour de lui pour qu'enfin le basketball guinéen puisse respirer et qu'on puisse avoir aussi des palais. Il faut aussi des infrastructures. Parce que si on parle des hommes, il faut les infrastructures. On ne peut pas pratiquer le sport sans des infrastructures dignes de nom. Merci à Hamid d'être sur ce plateau et de votre apport dans cette émission. C'est toujours un plaisir de passer à la télévision nationale. Merci Jules. Merci, on vous a pris par les cheveux parce que Sekouna qui devrait être là avait un petit souci quelque part et vous êtes venu le remplacer. Merci de la disponibilité. Merci beaucoup. Mohamed, merci d'être là. Un grand plaisir et je demande au coach de prier pour l'équipe locale. Mais il n'a pas contre l'équipe locale. Non, de reprier encore. Non, il va le faire, c'est un bon Guinéen ça. C'est un bon Guinéen c'est un bon de toutes les façons, il est coach. Voilà. On espère qu'il va en tout cas venir
porter coup de main. Mais il vient Un tout le Guinéen temps, n'a il pas insiste. demandé ça à un Guinéen. C'est un Non, Guinéen. mais il Il faut a le même demander fait après. qu'il était là S'il avec n'avait vous. pas dans ses programmes, voilà, Mais il n'a qu'à... il Il était a à votre toujours le match programme de la amical, Guinée, de Guinée. la fille, Je ne l'ai pas vu sur le banc. Il faut venir au moins. Mais il faut pas il n'est pas dans le staff quand même. Non, je m'invite. Voilà. Je le taquine. Non, Voilà. non, je viendrai vous accompagner. Je viendrai Voilà, vous- merci voilà. Coach d'être là. C'est un immense plaisir d'être avec vous parce que j'ai commencé par la RTG, donc je suis bien à la RTG et chaque fois qu'ils me font appel, dès que j'ai le temps, je me présente et ça fait toujours un plaisir d'être Voilà, avec vous. avant on a eu M. El Doucier, le sélectionneur du Sidi National, nous lui disons merci. Abdoul Touré, Ahmad Abdoul Touré, pour être complet sur son nom et prénom, était là, l'officier média également. On a commencé l'émission avec eux, à la réalisatrice Sarata Ourale, merci, Yamoussa, toute l'équipe technique, ce charmante cadreur Guélira qui est en face de moi, et tous les autres aisés, je vous dis merci, et on se retrouve très bientôt dans d'autres émissions sur ce plateau de la télévision nationale. Nous on parlera du sport, tant qu'il y a du sport, et ensuite qu'il y aura toujours du sport, et bonne suite de programmes sur la télévision nationale, et bon début de semaine à toutes et à tous. Au revoir.